le filtrage, c'est une forme de traitement du signal très très connue et qui est obtenue en envoyant le signal à travers un ensemble de circuits électroniques. Donc, c'est-à-dire, l'opération de filtrage, c'est une opération très connue en traitement des signaux qui permet de répondre à un certain nombre d'objectifs. Donc, soit modifier le contenu spectral du signal, et par conséquent, on peut modifier sa forme, soit on peut modifier sa phase, et on peut modifier la forme, on va dire, du signal, soit extraire une partie de l'information liée à ce signal et se débarrasser d'une autre partie de l'information que nous voyons inutile, éliminer ou se débarrasser ou carrément affaiblir des fréquences parasites qui sont indésirables, isoler dans un signal complexe là où les bandes de fréquences utiles, et donc le filtrage, on peut le rencontrer dans plusieurs domaines d'application, dans les systèmes de télécommunication. Bon, on ne peut pas imaginer un système de télécommunication, que ce soit téléphone, que ce soit télévision, que ce soit n'importe quel système, où il n'y a pas de filtre. Et je crois que juste après, on va dire après l'interface canal, on va trouver le premier élément qui est dans une chaîne de télécommunication, c'est le filtre. Donc le filtre là, il peut supprimer des fréquences hautes, il peut se débarrasser des fréquences indésirables. Donc ça dépend de l'application. Donc ici, les applications sont nombreuses. Les systèmes de communication, les systèmes d'acquisition et de traitement de signaux physiques, hein, pour la surveillance médicale, pour les radars, pour d'autres applications. On peut utiliser quand même pour la réjection du bruit et l'acquisition numérique des données dans ce qu'on appelle l'anti-repliement. C'est ce que nous avons vu précédemment. Donc, passons maintenant à la théorie des systèmes linéaires invariants dans le temps, ou les filtres. Donc, un système peut être considéré comme un dispositif qui transforme un signal en un autre signal. Ici, un système ou un filtre, c'est un dispositif qui va transformer un signal d'entrée en un signal de sortie selon un certain cahier de charge. Donc, si je prends par exemple ce signal-là, vous voyez bien c'est un signal sinusoïdal qui possède une certaine amplitude. Bon, si j'injecte ce signal à l'entrée, certes, à la sortie, je vais retrouver un autre signal. Donc le signal a été affaibli. D'accord? Donc je comprends bien, c'est que le filtre a un effet sur le signal. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pu réduire son amplitude. Là, c'est juste un exemple. Donc un système, c'est ou un filtre, c'est un dispositif qui transforme un signal d'entrée en un signal de sortie. Donc un système, il est dit linéaire s'il respecte deux propriétés fondamentales. Donc, la propriété numéro un, c'est ce qu'on appelle l'homogénéité. Donc si pour un signal d'entrée E de t, le signal produit un signal de sortie S de t, alors si je prends un signal KE de t, il sera transformé en un signal KS de t. Bien évidemment, K c'est une constante qui ne va pas influencer sur le système. Non, c'est-à-dire que notre système reste homogène parce que si le signal a pu transformer un signal d'entrée, si le système a pu transformer un signal d'entrée en un signal de sortie, donc même un signal d'entrée multiplié avec une constante sera également transformé en un signal de sortie Ks de t. Donc la deuxième propriété, c'est ce qu'on appelle l'additivité. Donc si je prends deux signaux d'entrée, le système il est capable de produire à la sortie deux signaux S1 et S2. C'est-à-dire, imaginez que j'ai ce filtre,
hein, un système, un filtre, où l'entrée c'est E1, où la sortie c'est S1. Maintenant, je prends le même filtre et j'applique à l'entrée une deuxième entrée et je récupère à la sortie un deuxième signal S2 de T. Donc, si je fais une combinaison entre les deux signaux d'entrée, cette combinaison, ça va se reproduire de la même manière à la sortie. Donc, c'est une entrée linéaire qui va donner à la sortie une sortie linéaire. Donc, on peut généraliser dans le cas de n signaux. Voilà, on peut généraliser dans le cas de n signaux et on peut encore généraliser si nous avons des entrées multipliées avec des constantes différentes. Bien évidemment, les constantes sont réelles. Reste la propriété d'invariance dans le temps. D'accord? Donc, si notre système il vérifie cette propriété, en plus de l'homogénéité, de l'additivité, et s'il vérifie l'invariance, là je vais déclarer que mon signal est un système linéaire invariant dans le temps. Donc restons maintenant dans la propriété d'invariance dans le temps. Donc si E de t correspond à un signal S de t, alors un signal E de t moins taux décalé, ça va lui correspondre à un signal décalé à la sortie. Donc si ces trois propriétés se somment, c'est-à-dire si on est devant un système qui vérifie ces trois propriétés, notre système il est dit linéaire et invariant dans le temps. On les appelle des slits. Principalement, il y a 4 types de filtres. Le filtre passe-bas, c'est-à-dire que c'est un filtre qui ne laisse passer que cette bande de fréquence allant de 0 jusqu'à une certaine fréquence FC de coupure, hein, où le gain il est maximal. Et là, j'ai représenté un filtre avec une atténuation, où il n'y a pas d'atténuation, c'est-à-dire que c'est un passage qui passe d'un gain à cette valeur maximale vers un gain de valeur nulle. Ben, la transition, on va dire, il est très bref. Il n'y a pas d'une atténuation douce pour parler d'un filtre passe-bas réel. Donc ça, c'est un filtre passe-bas idéal. Donc voilà, les fréquences qui passent, on les appelle des fréquences basses. Donc toutes les fréquences qui sont inférieures à f de c, on les appelle des fréquences basses. Toutes les fréquences qui sont supérieures, on les appelle des fréquences basses. Hautes plutôt. Donc notre filtre ne laisse passer que les fréquences comprises entre 0 et fc. Hein, on les appelle des fréquences basses. Et par conséquent, notre filtre est qualifié de filtre passe-bas. Donc la limite entre les basses fréquences et les hautes fréquences, c'est ce qu'on appelle la fréquence de coupure. On peut la déterminer. Alors comment on détermine la fréquence de coupure? Il faut la calculer lorsque le gain passe de la valeur maximale à la valeur maximale divisée par 2. Ça, c'est en échelle linéaire, mais en échelle logarithmique, lorsque le gain passe d'une valeur maximale en dB vers une valeur maximale en dB moins 3 dB. Donc, c'est la technique utilisée pour mesurer ou pour déterminer la fréquence de coupure. Passons maintenant à un deuxième filtre passe-haut. Regardez bien, c'est que le gain il est nul pour ces fréquences de 0 à fc, alors que le gain il est très important ici. Il a quand même une certaine valeur. Donc, ce filtre ne laisse passer que les fréquences élevées, c'est-à-dire des fréquences au-delà d'une fréquence caractéristique ou de ce qu'on appelle une fréquence de coupure. Et donc la bande passante sera FC jusqu'à l'infini. Passons maintenant au filtre passe-bande. Ce filtre ici, comme vous voyez, ne laisse pas passer les fréquences entre 0 et FCB, la fréquence de coupure basse, et ne laisse pas passer les fréquences supérieures à cette fréquence de coupure haute. D'accord? Donc, il ne laisse passer que des fréquences sur cette plage de fréquences
On appelle ça un filtre passe-bande. De même, un coupe-bande, c'est l'inverse. C'est-à-dire, il ne laisse pas passer des fréquences comprises entre cette fréquence de coupure basse et cette fréquence de coupure haute. Donc, il ne laisse passer que les fréquences entre 0 et la fréquence de coupure basse et au-delà de cette fréquence de coupure haute. Donc, voilà grosso modo les 4 types de filtres. Maintenant, la question qui se pose, comment caractériser un filtre? Donc, si je prends mon filtre avec son entrée, avec sa sortie, avec sa réponse, on va voir qu'il y a plusieurs manières de le caractériser. Donc, soit on le caractérise avec une équation différentielle. Donc, c'est une équation qui relie les différentes sorties avec la première dérivée de la sortie, avec la dérivée d'ordre 2, avec les différentes entrées. Ou bien à travers la fonction de transfert de la place, qui est S de P, la transformée de la place de ce signal de sortie sur la transformée de la place du signal d'entrée. Ou bien on peut caractériser notre filtre à travers la fonction de transfert de Fourier ou bien la transmittance complexe. C'est-à-dire, j'utilise maintenant la transformée de Fourier. Là, j'utilise la transformée de la place. Ou bien, on peut le caractériser, mais d'une manière temporelle, dans le domaine temporel, à travers ce qu'on appelle la réponse impulsionnelle ou bien la réponse H de t. Et c'est une réponse, malheureusement, il est dans ce produit de convolution. Et c'est ça qui fait que on ne peut pas déterminer directement cette réponse-là. Et c'est la raison pour laquelle on applique soit la transformée de Fourier, soit la transformée de Laplace, comme ça, pour se débarrasser de ce produit de convolution et pour le transformer en un produit simple. Donc voilà les 4 manières pour caractériser un filtre indépendamment de sa mission, qu'il soit filtre passe bas, qu'il soit filtre passe haut, passe bande ou coupe bande. D'accord? Donc la méthode à travers l'équation différentielle, la méthode de la place, c'est-à-dire on peut calculer la place en appliquant la place à ce système, ou bien en appliquant la place à ce filtre, Fourier à ce système entier, ou bien à travers la réponse impulsionnée dans le temps. Donc avant d'aller vers la suite du cours, on aura besoin de quelques rappels mathématiques, puisque notre but final dans ce cours-là, c'est de dresser une représentation graphique du gain et de la phase d'un système, d'un filtre, quelle que soit sa nature. Et donc on aura besoin de cette notion ou de ces notions d'asymptote verticale, horizontale et oblique. Donc si je prends le premier appel d'une asymptote verticale, c'est tout simplement lorsqu'on calcule la limite d'une certaine fonction f de x lorsque x tend vers 1 et on trouve que c'est plus ou moins l'infini, je déclare que x égale à a est une asymptote verticale. De même, si je trouve que la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x égale à b, je déclare que y de b est une asymptote horizontale. Sinon, nous sommes dans le cas, dans le troisième cas, lorsque la limite tend vers plus ou moins l'infini de f de x égale à plus l'infini, dès là, on est en présence d'une asymptote oblique sous forme de ax plus b. C'est une asymptote oblique de type y ax plus b. Et on peut déterminer a et b en appliquant ces deux relations. Passons maintenant à la notion de produit de convolution. Donc, le produit de convolution, c'est un outil mathématique très important, très utilisé en traitement de signal, en traitement d'image, dans d'autres domaines d'application, et qui permet de trouver d'une manière simple la réponse h de t d'un système linéaire à un signal d'entrée. Donc, si je considère toujours un système linéaire invariant dans le temps, la question naturelle qu'on peut se poser,
c'est quelle sera la sortie S de t du système, quelle sera la sortie S de t du système pour une entrée quelconque E de t. Regardez bien, je travaille dans le temps. Parce que dans le temps, on a une sortie S de t qui va dépendre de E de t et de H de t, mais d'une manière, on va dire, non pas avec un produit simple, mais avec un produit de convolution. Donc la réponse est la suivante. Donc, si on veut déterminer la réponse d'un système ou d'un filtre, il suffit de faire la convolution entre deux signaux E de t et H de t, et ce produit de convolution il est donné par l'expression suivante. C'est une intégrale entre moins l'infini plus l'infini de E de taux H de t moins taux D de taux. Donc un système physique est réalisable si sa réponse H de t est causale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse pour les temps négatifs. Donc les propriétés du produit de convolution. La première propriété, c'est la distributivité. Donc le produit de convolution est une opération distributive par rapport à l'addition, c'est-à-dire ça respecte, on va dire, cette propriété, enfin, cette équation-là. La commutativité, c'est-à-dire A étoile B, c'est B étoile A. L'associativité, donc on va dire que le produit de convolution est associatif, c'est-à-dire on peut changer l'ordre de signal ou bien d'une fonction A de t. L'élément neutre, c'est delta, puisque le delta produit de convolution avec S de t, ça nous donne toujours le S de t. Et puis la translation d'un signal peut être obtenue en effectuant le produit de convolution de ce signal avec l'impulsion de Dirac, translaté. Voilà. Si je prends le signal S de t et je multiplie avec une impulsion translatée, le résultat c'est que j'ai un signal également translaté. Donc cette notion de convolution, on peut la voir ici, du point de vue graphique. Donc pour bien se représenter le calcul d'une convolution, on peut tracer simultanément les trois courbes représentant le signal d'entrée, E de taux, et la réponse H de t moins taux à l'instant, on va dire à l'instant taux et à l'instant t moins taux. D'accord? Ou bien on peut représenter la réponse à l'instant t et on va faire par la suite, on va dire une certaine translation, ou bien un changement de variable. Et par la suite, on peut calculer ensuite l'intégrale du produit des deux, ça nous donne le troisième signal. Donc c'est le produit de convolution entre les deux signaux, ça nous donne celui-là. Donc une autre illustration ici, c'est un signal d'entrée de type créneau, une impulsion. Je la multiplie avec cette réponse h de t qui est une réponse exponentielle décroissante. Le résultat, c'est que j'obtiens à la sortie ce système, ou bien ce signal, ou bien ce signal. D'accord? Donc c'est une intégrale de ce produit entre x de t et bien x de taux et h de t moins taux. Donc c'est facile de faire le calcul. Maintenant, il y a quelques notions importantes, c'est que lorsqu'on appelle une réponse impulsionnelle, c'est-à-dire c'est une réponse d'un système vis-à-vis d'une entrée qui est E de t égale à delta de t. D'accord? Donc, c'est quoi une réponse impulsionnelle? C'est la réponse du système, c'est ce qu'on appelle h de t. Cette réponse h de t vis-à-vis d'une entrée E de t qui est une impulsion de Dirac. Donc, si je prends le cas suivant, voilà notre système h de t, j'applique une entrée, je prélève une sortie. Donc, connaissant cette relation-là, ça va nous aider. Donc, S de t, c'est E de t fois étoile h de t. Je remplace E de t par delta de t, étoile h de t, et d'après cette propriété, ça nous donne h de t. Donc, finalement, une réponse impulsionnelle, ça correspond à une entrée égale à delta, l'impulsion de Dirac, et la sortie n'est autre que la réponse. Voilà, donc le système il est simplifié.
une entrée c'est delta de t, une sortie c'est la même que celle de la réponse du système. Alors, la réponse impulsionnelle est souvent notée h de t et représente vraiment une caractéristique fondamentale du système. Réponse indicielle. Maintenant, lorsqu'on parle d'une réponse indicielle, c'est-à-dire c'est toujours une réponse du filtre d'un système, mais lorsque l'entrée cette fois-ci est un échelon. Donc, à chaque fois que vous avez un système avec une certaine réponse, cette réponse elle est qualifiée d'indicielle lorsque l'entrée c'est un échelon. Troisième réponse, c'est la réponse harmonique. C'est cette fois-ci, on va dire qu'un système possède une réponse h de t. Cette réponse est qualifiée de réponse harmonique lorsque l'entrée est un signal sinusoïdal. Donc, trois réponses. Une impulsion du Dirac, c'est une réponse impulsionnelle, c'est-à-dire je pars de l'entrée. Une réponse indicielle, l'entrée, c'est un échelon. Une réponse harmonique, l'entrée, c'est un signal sinusoïdal. Passons maintenant au diagramme de Bode. Donc, le diagramme de Bode est un moyen de représenter le comportement fréquentiel d'un système. Donc, il permet une résolution graphique très simplifiée, en particulier pour l'étude de la fonction de transfert des filtres, les quatre types de filtres. Donc, c'est une représentation du module de la réponse fréquentielle, c'est-à-dire j'ai la fonction de transfert, je peux la calculer soit par l'utilisation de la transformée de Fourier, soit par la transformée de Laplace. Donc, la fonction de transfert, c'est un nombre complexe. Si je calcule cette réponse, si je calcule cette fonction de transfert, que je vois que c'est un nombre complexe, et donc il admet une amplitude et une phase, on appelle le module, de cette fonction de transfert, on l'appelle le gain. Donc assez souvent, le gain, il est exprimé en échelle décibels. Donc décibels, c'est-à-dire 20 fois log à base décimale du module de Hj oméga. D'accord? Bon, cette notion de décibels, c'est 20 log à base décimale, également d'une tension, également d'un courant, mais lorsqu'il s'agit d'une puissance, le gain en puissance en décibels, c'est tout simplement 10 log à base décimale. Donc la représentation, comme j'ai dit, de Bode se base sur la représentation du module en fonction de la fréquence, c'est en termes de gain en décibels. Et donc le gain, lorsqu'il est supérieur à 1, je parle d'une amplification du signal, c'est-à-dire que le signal à l'entrée par rapport au signal de sortie, il y a un décalage, c'est-à-dire le signal de sortie, il est plus grand, plus important par rapport au signal d'entrée. Ou bien le gain il est inférieur à 1, c'est que je parle d'une atténuation. C'est-à-dire j'ai injecté un signal à l'entrée, mais malheureusement j'ai trouvé que c'est un signal qui a été dégradé en termes d'amplitude. Je parle d'une atténuation. Donc, passons maintenant à la deuxième représentation, c'est le déphasage. Le déphasage, ou bien l'argument, ou bien l'arc tangent de la partie imaginaire de h du j oméga sur la partie réelle. Donc ça, c'est la phase. Donc la phase, on l'exprime d'une manière, on va dire, linéaire, mais l'échelle des fréquences, faites attention, c'est en logarithmique, c'est-à-dire c'est logarithme à base décimale de la fréquence. Donc, il est d'usage en traitement de signal ou en électronique de faire des tracés asymptotiques. Les tracés réels, on peut les réaliser soit à travers un outil informatique, simulateur, ou bien on peut également les tracés réels, on peut les trouver en faisant ce qu'on appelle un calcul pratique. C'est-à-dire une expérimentation, ça permet de prélever
les signaux d'entrée, les signaux de sortie, et là, on peut passer vers la représentation asymptotique de notre filtre ou de notre système d'une manière générale. Passons maintenant à un exemple de diagramme de Bode. Pour cela, on prend la fonction de transfert suivante. Bon, c'est une fonction de transfert qui correspond à un filtre passe-bas. C'est ce que nous devons trouver par la suite. Bon, ici le 1, parfois vous trouvez une amplitude A. Et là, oméga 0, je prends le cas où oméga 0 égale à 1. Donc pour le module de HG oméga, c'est le module du numérateur sur le module du dénominateur. Et le module du numérateur, c'est 1. Mais le module de dénominateur, hein, c'est un nombre complexe de forme A plus JB. Et lorsque nous avons un nombre complexe, le module, c'est la racine carrée de A au carré plus oméga sur oméga 0 au carré. Donc, puisqu'on cherche le module au carré, donc ça nous donne 1 sur 1 plus oméga carré sur oméga 0. Oméga, c'est une puissance, c'est une variable, c'est une fréquence. À l'intérieur, il y a une fréquence. Oméga, c'est 2pi fois f, alors que oméga 0, c'est une constante. Mais c'est une constante, on va dire, qui a un rôle très très important. Hein, parce que c'est ça qui va nous donner la notion de fréquence de coupure, qui délimite, on va dire, qui limite la notion, ou qui limite la bande de fréquence, que ce soit basse fréquence, que ce soit haute fréquence, etc. Donc pour le module, nous avons ça. Si j'applique le gain en décibels, c'est 20 log de module de HG oméga. Je remplace le module au carré par son expression. D'accord? Donc, si je prends le gain, le module, normalement, c'est 1,5, d'accord? Parce qu'on n'a pas ici, on n'a pas de... Enfin, si je prends le module ici, indépendamment de carré, c'est 1 sur la racine, et dans la racine, il y a le 1,5. Donc ça va nous donner 10 log de HG oméga au carré, égale à 10 log de 1 sur 1 plus oméga carré sur oméga carré 0. D'accord? Donc pour l'instant, je ne calcule que le module. Et le modèle, il se calcule d'une manière très très simple. D'accord? Donc je répète, ici, c'est la définition du gain. Le 20, c'est 2 fois 10. 2, je vais la mettre ici, ça devient au carré. Et là, je remplace le module au carré par son expression. Maintenant, 10 log à base décimale de A sur B, c'est 10 log de A moins 10 log de B. Tout produit se transforme en une sommation, là je parle des logarithmiques, et tout rapport se transforme en soustraction. Donc le gain, ça nous donne finalement cette expression. Log de 1, c'est 0. Donc ça nous donne que le gain, finalement, c'est moins 10 log à base décimale de 1 plus oméga carré sur oméga carré 0. Donc ça, c'est une relation très importante que nous allons tracer par la suite. Nous allons faire des approximations, c'est-à-dire les approximations. Que devient cette expression lorsque oméga il est faible? C'est ce qu'on appelle les basses fréquences. Que devient cette expression lorsque oméga il est très grande, il est élevé, c'est ce qu'on appelle les hautes fréquences. Et on va essayer de répondre à ça à travers des représentations asymptotiques. Donc, maintenant je prends oméga tend vers 0, c'est-à-dire que là je travaille avec des fréquences qui sont faibles. Et la plus faible valeur de la fréquence ou de oméga, regardez bien, enfin,
vous remarquez bien, car parfois je parle de oméga, je parle de f, c'est pareil. Oméga, c'est 2pi fois f. Et 2pi, ça reste une constante, ça ne va pas influencer sur la variation. D'accord? D'accord, c'est une constante de pi, et ça ne va pas influencer sur la nature du filtre. Donc, si je prends oméga tend vers 0, je prends la relation précédente, je remplace oméga par 0, ça nous donne que le gain tend vers 0. D'accord? Donc, pourquoi je déclare que nous sommes en présence d'une asymptote horizontale? Parce que n'oubliez pas que lorsque oméga tend vers 0, là, je suis en présence d'une échelle des arguments, non pas de l'échelle des arguments, mais l'échelle des ordonnées, mais c'est une échelle qui est en logarithmique. C'est-à-dire, le fait de dire que oméga tend vers 0, je sais bien que oméga, c'est l'équivalent de log à base décimale de oméga. Et si le oméga tend vers 0, le 10 fois log à base décimale de oméga, ça tend vers l'infini. Donc finalement ici, lorsque oméga tend vers plus l'infini ou bien vers moins l'infini, on trouve que c'est un gain en dB égal à 0. D'accord? Donc je répète, l'axe des abscisses, c'est le gain en décibels. L'axe des abscisses, c'est un gain en décibels. Mais l'axe des ordonnées, c'est une fréquence ou c'est une pulsation, mais elle est représentée en échelle logarithmique, c'est-à-dire log à base décimale de oméga. Donc lorsque je dis oméga tend vers 0, lorsque je dis oméga tend vers 0, donc vis-à-vis de l'axe des ordonnées, c'est log de oméga, ça va tendre vers plus l'infini ou bien moins l'infini. Normalement, c'est moins l'infini. Donc le gain, lorsque oméga tend vers moins l'infini, ça donne un 0. Et donc d'après le rappel précédent, nous avons une asymptote horizontale. D'accord? Donc voilà. Donc nous avons une asymptote horizontale lorsque le oméga, ou bien le f, la sat f, il est en échelle logarithmique. Donc nous avons une asymptote horizontale qui vaut gain égal à 0 dB. Donc ici, lorsque vous voyez un axe de fréquence de forme 0, 1, 10, 100, c'est-à-dire par décade, de 0 à 1 c'est une décade, 1 à 10 c'est une décade, etc. Donc lorsque vous voyez ce genre de représentation, ça veut dire que la fréquence, quoi que je l'écris comme ça, mais normalement elle est représentée en échelle logarithmique. C'est pour cela que j'ai dit lorsque la fréquence tend vers 0, c'est-à-dire oméga tend vers 0, là je pars de log à base décimale de oméga, ou bien de fréquence. Donc je trouve que c'est un gain égal à 0, donc c'est une asymptote qui est horizontale. Si je prends oméga tend vers l'infini, c'est-à-dire là je vais passer vers les fréquences qui sont élevées. C'est ce qu'on appelle les hautes fréquences. Donc je vais faire la même chose. Donc oméga tend vers l'infini, mais je garde dans l'esprit que c'est log à base décimale de oméga qui tend vers l'infini. Donc si je calcule le gain, j'applique la même relation, voilà. Donc lorsque je fais la première approximation, pourquoi? Parce que oméga, elle est tend vers l'infini, donc oméga carré par rapport à oméga 0, il est très très grande, donc je peux négliger ce 1 par rapport à ce terme-là qui est très grand. Donc ça nous donne moins 10 log à base décimale de oméga carré sur oméga carré 0 égale à moins 20 log à base décimale de oméga sur oméga 0 et égale à moins 20 log de oméga plus 20 log de oméga 0 avec un signe moins. Je l'écris autrement. Et là, nous avons, qu'est-ce que nous avons dit lorsque le gain égale à cette équation de type A, Y plus B? Donc c'est une asymptote. C'est une asymptote oblique de pente moins 20.
La moins 20, c'est-à-dire par D4, c'est-à-dire par D4 en termes de fréquence. Donc voilà, voilà la pente. C'est une pente de moins 20 par D4. Ici, entre 10 et 100, c'est toujours 20 dB par D4. Donc voilà l'allure de notre filtre, c'est-à-dire l'allure du gain. Entre 0, il n'y a pas de 0 ici, normalement c'est l'infini en échelle logarithmique. Voilà, c'est une représentation plus ou moins parlante. Donc entre 0 et 1, c'est un décade, deuxième décade, troisième décade. Et vous voyez bien que entre cette valeur qui est 0, l'équivalent de 0, donc ça donne moins l'infini. Donc c'est pour cela que nous avons une asymptote horizontale. Et pour les oméga grandes, nous avons une asymptote oblique. C'est une équation de type y égale à ax plus b, dont la pente est de moins 20. Donc c'est pour cela que j'ai une pente qui descend et non pas qui monte, hein, parce que c'est une valeur négative par décade. Et voilà, je trace le gain. Donc le gain en décibels, il est comme ça. Bon, ça reste une représentation asymptotique. Mais dans la réalité, on ne peut pas imaginer ce genre de courbe. Si je prends la réalité, voilà. C'est-à-dire que c'est un gain qui avoisine cette valeur-là, et puis il va baisser progressivement. Mais quand est-ce qu'il va baisser? Il va baisser au voisinage d'une certaine fréquence qu'on appelle la fréquence de coupure. Et comment on peut déterminer cette fréquence de coupure? C'est-à-dire, on va la déterminer lorsque le gain en décibels, il passe de la valeur maximale, c'est ça la valeur maximale, vers la valeur maximale moins 3 décibels. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on veut déterminer la fréquence de coupure, on doit la calculer lorsque le gain maximal chute de valeur de moins 3 décibels. De même pour la phase. Donc, la phase, si on fait le même développement, on va trouver cette phase-là. Et comme ça, on est tranquille. On peut maintenant, comme vous allez voir dans la série de TD relative à ce cours sur les filtres, vous allez voir que on va essayer de faire quelques exercices de filtrage. Vous allez voir que c'est très très simple. Il suffit juste de garder dans l'esprit, c'est que pour réussir un bon cours de filtrage, il faut quand même avoir des notions de base sur Fourier, sur Laplace, sur le produit de convolution, et également quelques rappels mathématiques sur les droites, asymptotes horizontales, asymptotes verticales et asymptotes obliques. Et rendez-vous dans la série de TD. Merci pour votre attention et j'attends vos commentaires et vos remarques. Comme ça, on peut améliorer ce cours-là. Et merci pour votre attention.